Depuis de nombreuses années, un certain nombre de syndicats revendiquent que les sapeurs-pompiers volontaires soient reconnus comme travailleurs. Leur discours consiste à affirmer qu'il s'agit de mieux les protéger, alors qu'il s'agit en fait, ni plus ni moins, que de détruire le volontariat selon une posture dogmatique. Pour l'UNSA, il s'agit d'être pragmatique. Si les pompiers volontaires n'ont pas vocation à remplacer l'embauche de pompiers professionnels, il faut quand même tenir compte des réalités de terrain. Tout d'abord, dans les zones très rurales, la très faible activité opérationnelle ne saurait justifier l'embauche de pompiers professionnels. Concernant les budgets alloués aux SDIS, ils ne sont pas extensibles, même si nos services de secours ne doivent pas être une variable d'ajustement, car ils exercent une mission régalienne pour la sécurité des Français sur tout le territoire. Bref, pour l'UNSA, il s'agit de trouver un juste milieu. Le 21 février 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a apporté une pierre de plus aux syndicats qui veulent voir les pompiers volontaires qualifiés comme des travailleurs. Et les conséquences ne seront pas neutres pour les sapeurs-pompiers professionnels. Petit rappel des faits. Rudy Matzak est un pompier volontaire de Nivelles, en Belgique. Il monte des astreintes gratuitement, 1 semaine sur 4, les soirs et les week-ends. Il a 8 minutes pour rejoindre la caserne en cas de départ, et il est uniquement rémunéré à l'intervention. Estimant les contraintes trop fortes pour la rémunération perçue, il attaque la ville de Nivelles. Le 23 mars 2012, le tribunal lui donne raison. La ville de Nivelles fait alors appel devant la Cour du travail de Bruxelles, qui saisit la Cour de justice de l'Union européenne pour recueillir son expertise sur la notion de temps de travail. La Cour de justice de l'Union européenne a alors considéré que toute personne qui exerce une activité réelle et effective, sous la direction d'une autre personne, en touchant une rémunération en contrepartie, doit être considérée comme un travailleur au sens de la directive 2003/88. Mais la directive européenne 2003/88, qu'est-ce que c'est ? Cette directive fixe des règles de temps de travail concernant la sécurité et la santé, les périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire, de congés annuels, les temps de pause, la durée maximale hebdomadaire de travail, le travail de nuit, le travail posté, les rythmes de travail, etc. Elle entend s'appliquer à tous les secteurs d'activité, privés comme publics, dans tous les pays de l'Union européenne. Ainsi, lors du jugement du 21 février 2018, pour déterminer si l'astreinte du pompier volontaire belge est du temps de travail ou non, l'avocat général a pris en compte la possibilité laissée à l'agent de se consacrer à ses propres intérêts et à sa famille. En l'occurrence, la Cour de justice constate que le pompier volontaire est contraint d'être physiquement présent à son domicile, qu'il doit être joignable et répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes. La Cour de justice considère donc que cela limite ses possibilités de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux. En conclusion, la Cour de justice de l'Union européenne décide que le temps d'astreinte passé à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes restreint très significativement les possibilités d'avoir d'autres activités et doit donc être considéré comme du temps de travail. C'est encore plus vrai pour des gardes postés. Mais quelles sont les conséquences en France et plus précisément pour les pompiers du Val d'Oise ? Bonne ou mauvaise nouvelle ? Plusieurs organisations syndicales se sont aussitôt félicitées de cette décision et ont même déjà interpellé les directeurs départementaux et la Direction générale de la sécurité civile pour connaître les mesures qu'ils comptent prendre dès maintenant. Mais pour l'UNSA SDIS, il aurait fallu être beaucoup plus prudent. Pour répondre à ces syndicats, le directeur général de la sécurité civile s'est adressé aux directeurs départementaux sur leur blog. Bonsoir messieurs. Les travaux d'analyse conjoint de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Ville de Nivelles, Rudy Matzak, ont été conduits à notre demande par les services juridiques du ministère de l'Intérieur. Il en ressort les points saillants suivants. Les sapeurs-pompiers volontaires doivent être considérés désormais comme ayant le statut de travailleurs, au sens de la directive européenne relative au temps de travail. Les périodes de garde sont toujours considérées comme du temps de travail. Les périodes d'astreinte peuvent être exclues du temps de travail dans la mesure où elles ne se caractérisent pas pour les sapeurs-pompiers volontaires une contrainte assimilable à celle découlant d'un travail au sens du droit européen. Pour se conformer à la directive et afin de pouvoir mettre en œuvre les dérogations prévues, il conviendrait de transposer la directive par voie législative et réglementaire. Pour l'UNSA SDIS de France, cette prise de position du ministère de l'Intérieur est largement prématurée. Dès le 5 mars 2018, l'UNSA SDIS 95 écrivait à l'administration
pour rappeler que cet arrêt n'est pas opposable directement au droit français et qu'aucune mesure spécifique n'était à prendre dans l'immédiat. En l'occurrence, la Cour de justice de l'Union européenne répond à des questions d'interprétation posées par un juge belge pour une affaire bien précise. Notre analyse nous laisse à penser qu'en plus de mettre à mal le système français de sécurité civile, l'application d'un tel arrêt impactera en premier lieu les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs et techniques, et particulièrement ceux du Val d'Oise. Déjà, les premiers effets se font ressentir avec la mise en place du repos de sécurité, tous statuts confondus. Auparavant, qu'ils soient pompiers professionnels ou personnels administratifs et techniques, les agents pouvaient enchaîner une séquence de travail à l'issue d'une garde volontaire de nuit. C'est aujourd'hui interdit puisqu'une garde postée volontaire doit être considérée comme du temps de travail au sens de la directive européenne 2003/88. Un PATS pouvait effectuer une garde volontaire entre 2 jours de travail. C'est l'essence même du volontariat. Aujourd'hui, il est contraint soit de poser une journée de repos le lendemain, soit d'annuler sa garde volontaire de nuit. De la même manière, pour éviter les allers-retours, les pompiers professionnels pouvaient effectuer une garde 24, puis enchaîner sur une journée de formation. Ou alors, faire une S12 de jour en temps de travail, la nuit en volontaire, puis enchaîner sur cette journée de formation. Comme tout citoyen, un pompier professionnel peut aussi être volontaire. Aujourd'hui, il est contraint soit de déplacer sa garde, soit de s'inscrire sur une autre formation. Ces changements compliquent la situation des agents, mais aussi celle des chefs de centre qui peinent déjà à tenir les effectifs. Mais ce n'est pas tout. Le pire reste à venir. Pour comprendre ce qui se profile, faisons un petit rappel historique. Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est défini dans le décret 2001-1382 du 31 décembre 2001 qui a été plusieurs fois modifié. Avant le 18 décembre 2013, l'article 4 de ce décret imposait aux SPP travaillant en référentiel 24 d'être présents en caserne entre 2160 et 2400 heures par an. Dans le Val d'Oise, les agents non logés pouvaient faire jusqu'à 98 gardes, soit 2352 heures par an de présentiel en caserne. L'article 5 de ce même décret permettait aux agents de travailler plus pour pouvoir bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service. Ainsi, par une délibération du conseil d'administration du SDIS du Val d'Oise en date du 18 décembre 2001, les SPP pouvaient bénéficier d'un logement sur la base de 116 gardes, soit jusqu'à 2784 heures par an de présentiel en caserne. Une organisation syndicale jusqu'au boutiste a alors saisi la Commission européenne en faisant valoir qu'en matière de temps de travail, les sapeurs-pompiers français ne respectaient pas la directive européenne numéro 2003/88, mettant ainsi leur santé en péril. Le 27 septembre 2012, la Commission européenne met la France en demeure, qui se voit contrainte de publier un décret qui paraît le 18 décembre 2013. Désormais, le temps de présence en caserne est ramené à 2256 heures par an maximum pour les non-logés, mais aussi pour les logés. La question du maintien du logement s'est alors posée. L'UNSAS 1095 avait alors fait une proposition cohérente sur la base de 50 gardes 24 et la mise en place d'un double compteur temps de travail, temps de présence individualisé qui permettait de largement majorer le nombre de gardes. Nous l'avions appelé le PEG, plafond évolutif garde. Ce système permettait de ne quasiment rien changer pour les agents. C'est ce que l'UNSAS 1095 demandait. On ne change rien. Pourtant, aujourd'hui, trop de choses ont changé pour les agents. On ne change rien. Nous nous sommes battus pour ce slogan, mais lors de l'élaboration du protocole d'accord sur le temps de travail, notre projet n'a reçu le soutien d'aucune autre organisation syndicale et encore moins de l'administration. Nos actions conjointes ont quand même permis de sauver le logement, mais force est de constater que nous avons navigué à vue avec l'administration et que certaines parties prenantes étaient totalement incompétentes sur le sujet. Résultat, un protocole d'accord bancal, signé le 6 novembre 2015, compliqué, ne prenant pas en compte les non-logés, avec des astreintes de nuit dont on se demande encore quels sont les critères de déclenchement. Dans les faits, aujourd'hui les agents non-logés effectuent 1575 heures de temps de travail sur la base de 94 gardes de 24. Les agents logés, quant à eux, effectuent 1855 heures de temps de travail sur la base de 72 gardes 24, 44 S12 et 30 astreintes de nuit. Mais logés comme non logés sont soumis à un plafond de présentiel en centre de secours de 2256 heures. Mais quel rapport y a-t-il avec le fait de considérer les pompiers volontaires comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88 ? C'est très simple. Beaucoup d'agents, pompiers professionnels, mais aussi personnels administratifs et techniques, ont également souscrit un engagement volontaire. C'est leur droit, comme tout citoyen.
Cela génère du temps supplémentaire passé en garde volontaire. Mais à partir du moment où les gardes volontaires postées relèvent d'un travail au sens de la directive 2003-88, elles entrent dans le décompte du temps de présence qui doit être inférieur à 2256 heures par an. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Un personnel administratif et technique effectue 1575 heures de temps de travail par an. Il n'est pas logé par nécessité absolue de service et les règles de décompte du temps de travail de la fonction publique territoriale ne prévoient pas de temps d'équivalence. Il est donc décompté une heure pour une, soit 1575 heures de temps de présence par an. Pour rester sous le plafond des 2256 heures, il ne peut donc plus effectuer que 681 heures de volontariat, soit en moyenne 2 gardes et demie de 24 heures par mois ou 5 gardes de 12 heures par mois. Pour les cadres en astreinte, c'est encore pire. Un commandant chef de colonne a 66 astreintes à réaliser par an, 33 en qualité de chef de colonne et 33 en qualité de chef de colonne renfort. L'astreinte de 24 heures en jour ouvré est décomptée 13,33 heures, 8 heures de travail effectif et 16 heures d'astreinte décomptées 5,33 heures. L'astreinte de 24 heures en week-end et en jour férié est décomptée 8 heures. En 2018, il y a 252 jours ouvrés et 113 jours de week-end et fériés. En 2018, le décompte moyen d'une astreinte de 24 heures est donc de 11,68 heures. Notre commandant, chef de colonne, fait le choix de décompter la moitié de ses astreintes en temps de travail, soit 33 astreintes de 24 heures. Il doit alors compléter par 183 SHR, incluant les suggestions pour atteindre 1855 heures de temps de travail. Il arrive ainsi à 2256 heures de temps de présence. Et il lui reste 33 astreintes de 24 heures réalisées en volontaire. Mais, s'agissant d'astreintes à départ immédiat, elle relève d'un travail au sens de la directive 2003-88 et doit être comprise dans le temps de présence de 2256 heures. Notre commandant chef de colonne n'est plus en mesure d'effectuer la totalité de ses gardes et il ne peut plus être double statut. Notre commandant est donc contraint d'abandonner le double statut. Mais même là, la situation est inextricable. Il décide donc de monter 66 astreintes de 24 heures en temps de travail. Il doit alors compléter avec 135 SHR, incluant les suggestions, pour atteindre les 1855 heures de temps de travail. Mais il arrive ainsi à 2664 heures de temps de présence, bien au-delà du plafond autorisé de 2256 heures. Il doit donc revoir son temps de travail à la baisse, fragilisant encore son logement par nécessité absolue de service. Pour les chefs de groupe, la situation est compliquée aussi. Ils montent en moyenne 33 gardes postés de 24 heures par an. Notre lieutenant décide d'en monter 11 en temps de travail. Il doit alors compléter avec 193 SHR, incluant les suggestions, pour atteindre les 1855 heures de temps de travail. Il effectue également 360 heures d'astreinte à domicile, décomptées 120 heures de temps de travail, en qualité de chef de groupe renfort. Là aussi, s'agissant d'une astreinte à départ immédiat, elle relève d'un travail au sens de la directive 2003-88 et doit être comprise dans le temps de présence de 2256 heures. Notre lieutenant aura alors effectué 1928 heures de temps de présence. Mais il doit encore effectuer 22 gardes volontaires pour atteindre ses 33 gardes annuels. Et ces 22 gardes volontaires postés relèvent aussi d'un travail, au sens de la directive 2003-88. Notre lieutenant arrive alors à 2456 heures de temps de présence, au-delà du plafond autorisé de 2256 heures. Notre lieutenant est donc contraint d'abandonner le double statut. Mais là encore, cela ne suffira pas. Il décide donc de monter ses 33 gardes de 24 heures en temps de travail. Il doit alors compléter avec 147 SHR, incluant les suggestions, pour atteindre 1855 heures de temps de travail. Mais il effectue également 360 heures d'astreinte à domicile, décomptées 120 heures en temps de travail, en qualité de chef de groupe renfort qui, s'agissant d'une astreinte à départ immédiat, relève d'un travail au sens de la directive 2003-88 et doit donc être comprise dans le temps de présence. Il arrive ainsi à 2328 heures de temps de présence, au-delà du plafond autorisé à 2256. Il doit donc revoir son temps de travail à la baisse, fragilisant encore son logement par nécessité absolue de service. Concernant les sapeurs-pompiers professionnels en garde en centre de secours, s'ils sont non logés, ils sont sur la base de 94 gardes de 24 heures par an. S'ils sont logés, ils sont sur la base de 72 gardes de 24 et 44 S12. Dans un cas comme dans l'autre, ils respectent le plafond de 2256 heures de présentiel par an. En revanche,
Ils sont également contraints d'abandonner le double statut puisque toute garde postée est désormais considérée comme du temps de travail au sens de la directive européenne 2003/88. Par contre, les astreintes de renfort départemental, ARD, qu'ils effectuent sont à T+1 heure. Il n'y a aucune certitude en la matière, mais le juge pourrait considérer que cela ne limite pas trop ses possibilités de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, et ainsi ne pas considérer cette astreinte comme du temps de travail au sens de la directive européenne 2003/88. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Concernant les personnels administratifs et techniques, opérateurs au CTA CODIS, ils montent également des astreintes pour pouvoir renforcer le CTA CODIS, notamment en cas de surcharge opérationnelle. N'ayant pas de délai contraignant à respecter, il n'y a aucune certitude, mais en la matière, le juge pourrait considérer que cela ne limite pas trop leur possibilité de se consacrer à leurs intérêts personnels et sociaux, et ainsi ne pas considérer cette astreinte comme du temps de travail au sens de la directive européenne 2003/88. En revanche, pour rester sous le plafond de 2256 heures, ils sont bel et bien limités à 681 heures de volontariat par an, soit en moyenne 2,5 gardes de 24 par mois ou 5 gardes de 12 heures. Un certain nombre de questions, voire d'inquiétudes se posent. Dans la mesure où les sapeurs-pompiers professionnels, en centre de secours, frôlent déjà le plafond de 2256 heures de temps de présence, au point de devoir vraisemblablement renoncer à leur double statut de volontaire. Dans la mesure où les membres de la chaîne de commandement dépasseraient d'ores et déjà ce plafond, puisque leurs astreintes seraient désormais considérées comme du temps de travail au sens de la directive européenne 2003/88. Dans la mesure où les personnels administratifs et techniques ne sont qu'à 681 heures de ce plafond. Dans la mesure où cette directive européenne 2003/88, qui fixe des règles de temps de travail concernant la sécurité et la santé à tous les secteurs d'activité, privés comme publics, et dans tous les pays de l'Union européenne, est réclamée à corps et à cri par certains syndicats. Dans la mesure où le directeur général de la sécurité civile a, à notre avis, trop anticipé en demandant dès maintenant à tous les directeurs sur leur blog d'appliquer par anticipation ces mesures. Quelles décisions vont prendre les SDIS ? Pour les pompiers professionnels et les personnels administratifs et techniques, les SDIS autoriseront-ils toujours l'auto-entrepreneuriat, le cumul d'emplois, les actions de formation extérieure, que ce soit dans des organismes de formation, à l'Union départementale ou encore à l'ENSOSP ? Sera-t-il possible de souscrire un engagement volontaire dans un autre SDIS, le SDIS recruteur ne pouvant ignorer le temps de travail pratiqué dans le SDIS d'origine ? Que va-t-il advenir des volontaires du Val d'Oise, qui sont professionnels dans un autre SDIS ou militaires à la BSPP ? Pour les pompiers volontaires, quel est l'avenir des PATS volontaires ? Pour l'immense majorité des pompiers volontaires ayant un autre employeur que le SDIS, comment sera pris en compte et mesurée leur activité principale ? Enfin, pour le service, est-ce que les détachements extérieurs, feux de forêt, sauvetage de blêments, tempêtes, inondations, seront toujours possibles ? Et surtout, comment les effectifs de garde vont bien pouvoir être tenus dans les centres de secours ? Pour l'UNSAS 1095, qui, rappelons-le, dès le 5 mars 2018, a écrit à l'administration pour lui rappeler que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le pompier belge n'est pas opposable directement en droit français et qu'aucune mesure spécifique n'est à prendre dans l'immédiat. Ce sont les PATS et les pompiers professionnels double statut qui seront les premières victimes du dogmatisme syndical de certains. Les PATS verront leur volume de garde considérablement réduit. Les pompiers professionnels ne pourront plus monter de garde volontaire. Ceux qui ont compensé la perte de pouvoir d'achat liée à la fiscalisation de l'avantage logement en seront pour leurs frais. Plus aucune activité annexe ne sera possible. 5% des effectifs journaliers de garde sont tenus par des doubles statuts. Il faudra compenser ce manque par des recrutements d'agents qu'il faudra en plus former, habiller et équiper. Selon nos calculs, ce sont au moins 70 postes de sapeurs-pompiers professionnels qu'il faudra créer. C'est ce que l'UNSAS 1095 a annoncé aux élus lors du conseil d'administration le 29 juin dernier. Comment seront-ils financés ? Aux dépens de quoi ? Une fois de plus, nous regrettons le manque de clarté et de communication de la part de l'administration qui laisse les agents dans l'incertitude. Enfin, cela fragilise encore plus l'avantage logement avec une incertitude sur la qualification de l'astreinte et donc la capacité à justifier de contraintes supplémentaires en échange d'un logement, mais également en termes de budget puisqu'il faudra financer des postes de sapeurs-pompiers professionnels pour compenser les 5% de JG tenus par les doubles statuts. L'UNSAS 1095 est déjà au travail pour réfléchir, concevoir et proposer des solutions pérennes et pragmatiques pour contrer ce énième mauvais coup porté aux agents du SDIS 95.